Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, le rêve marseillais ce soir à Lyon, finale de Ligue Europa. Rêve douché par Raymond Domenech. Sur le papier, l'OM n'a aucune chance face à l'Atlético Madrid. Vous entendrez l'ancien sélectionneur des Bleus et consultant d'Europe 1. Autre douche froide, c'est l'info de la nuit. La Corée du Nord calme les ardeurs de Donald Trump en menaçant d'annuler son rendez-vous avec lui. Les Coréens refusent de renoncer au nucléaire sans contrepartie. En France, violence verbale contre violence sexuelle. Éclat de voix cette nuit à l'Assemblée sur la question des viols sur mineurs. Très controversé, on en reparle à 8h15 avec notre invité, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. L'économie française continue de créer des emplois, près de 60 000 au premier trimestre, nous dira Daniel Fortin. Mais sur le terrain, comment redonner vie à des villes ou les quartiers sinistrés par le chômage de longue durée? Nous ferons le bilan des territoires zéro chômeur. Un an après, ce sera l'enquête de 8h avec Anne-Laure Jumet. Dans ce journal, encore des examens empêchés et des partiels en ligne. Mais comment éviter la triche? L'accès payant aux prochaines fêtes de Bayonne et la mort d'un monument américain, figure du nouveau journalisme, Tom Wolfe, l'auteur du Bûcher des Vanités. Le viol est un crime et l'acte sexuel sur un mineur de moins de 15 ans doit toujours être considéré comme un viol, même si on ne peut pas prouver qu'il y a eu contrainte ou violence, même si l'adolescent paraît consentant. Voilà en résumé ce que disent les opposants au projet de loi en discussion depuis 2 jours à l'Assemblée. Le gouvernement répond qu'on ne peut pas, en droit français, instaurer une présomption de culpabilité et renverser la charge de la preuve. On va en parler avec la ministre de la Justice qui sera notre invitée tout à l'heure. Mais la question a encore échauffé les esprits cette nuit quand la secrétaire d'État Marlène Schiappa a été ainsi prise à partie par le député LR Fabien Di Filippo. Comment imaginer, Madame la Ministre, qu'une relation sexuelle entre un mineur de 11, 13 ou même 14 ans avec un adulte de 30, 40, voire 50 ans puisse ne pas s'être faite sous la contrainte physique, sous la contrainte psychique ou alors sous l'emprise d'une manipulation? Ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez à ce moment manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants. Je demande une suspension de séance. Monsieur le député Philippot n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire des suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre de débat, qui démontrent encore une fois sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes. Nous suspendons nos travaux pour 5 minutes. Marlène Schiappa en réponse au député LR Di Filippo, propos recueillis à l'Assemblée par Virginie Riva. L'article 2 du projet sur la répression des infractions sexuelles sur mineurs a été adopté dans la nuit. Et puis un rappel, Jérôme Cahuzac, condamné à 2 ans ferme en appel et 2 ans avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment. Il devrait échapper à la prison grâce à un aménagement de sa peine, alors que le parquet avait réclamé son incarcération. Là-dessus aussi, on interrogera la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, en direct à la fin de ce journal. Europe 1, 8h03. Il y a tout Marseille, la grande masse des supporters habituels de l'OM dans tout le pays et une bonne partie de la France du football, tous derrière les blancs et bleus dans ce rêve de Coupe d'Europe, de nouvelle coupe, 25 ans après avoir gagné la Ligue des Champions en 93. Ce soir donc, c'est la petite Coupe d'Europe qui est en jeu, la Ligue Europa. La finale se joue à Lyon face à l'Atlético Madrid et les supporters de l'OM seront plus que jamais derrière leur équipe. Ils y croient. On a la foi, même quand on n'est pas favori, on a des guerriers, on joue avec le cœur. Ça fait 14 ans qu'on atteint une Coupe d'Europe, on a perdu 3 finales, celle-là ce sera la bonne je pense. Tout le peuple marseillais, tout le peuple français est avec l'OM. Ils vont gagner, ça c'est certain. Je vous le signe maintenant. Je vois bien 2-1 pour l'OM, moi. Au moins. Voilà le rêve marseillais verbalisé en quelques secondes. Stop, dit une grande voix du football. Ne rêvons pas trop fort. Les chances de Marseille face à l'Atlético, d'après Raymond Domenech, à la base, c'est 0. Soyons sérieux. Si on regarde les effectifs, si on regarde les équipes, on peut dire sans risque de se tromper. Non, au départ, ils n'ont pas de chance. Cette équipe de l'Atlético était la grande favorite à partir du moment où elle a été reversée dans l'Europa League. Tous les matchs qu'ils ont faits ont confirmé cette équipe a le potentiel d'être finaliste de la Champions League. Elle est une catégorie au-dessus. Mais c'est vrai que c'est un match particulier. On ne sait jamais, c'est le petit poucet qui peut éliminer l'ogre parce que c'est la spécificité du football.
Ça peut arriver. Mais si on est logique, lucide, attentif aux points forts des uns et des autres, c'est non, Marseille n'a aucune chance. Raymond Domenech, ex-sélectionneur des Bleus et consultant européen, et qu'on retrouvera tout au long de notre soirée spéciale de 17h à 23h avec le match en direct et en intégralité. Ça commencera évidemment avec Yapa Peno chez Thomas Touroud. Dans l'actualité ce matin, il y a encore la Corée du Nord qui hausse le ton et menace d'annuler le sommet prévu avec Donald Trump. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Pyongyang refuse l'idée de dénucléariser sans contrepartie. Oui, alors il ne faut pas interpréter ça comme la fin des espoirs de paix, mais plutôt comme le début des négociations. La Corée du Nord, en fait, est en train de tester les limites des Américains. Jusqu'à présent, Pyongyang avait montré ses bonnes grâces, libération des 3 otages américains, annonce du démantèlement de son site d'essai nucléaire, mais ces menaces sur la rencontre, c'est un premier geste d'humeur. Kim Jong-un, disent les experts, veut voir jusqu'où Donald Trump est prêt à aller. La question, c'est qui veut le plus ce sommet, Trump ou Kim? L'Américain envisage d'avoir le prix Nobel de la paix. Il a tout mis dans ce dossier. Il clame que c'est la preuve que sa stratégie de sanctions et de pression fonctionne. Donc, il est coincé. Les Nord-Coréens le savent et ils en profitent. Ce qu'ils disent, c'est maintenant qu'on est prêt à s'asseoir à la même table, montrez vos cartes. Pour nous faire abandonner nos armes nucléaires, il va falloir nous convaincre. Le chef de la diplomatie américaine a déjà listé des concessions envisagées, une promesse de ne pas renverser le régime et des investissements privés pour reconstruire les infrastructures et aider l'agriculture. Pour l'heure, à la Maison-Blanche, on dit continuer à travailler sur ces propositions et sur la préparation du sommet le 12 juin prochain à Singapour. Xavier Yvon depuis New York pour Europe 1. À Gaza, hier, journée plus calme. Israël a de nouveau reçu le soutien de son allié américain devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Europe 1, 8h06. En France, il reste une université complètement paralysée, Nanterre, où environ 200 étudiants réunis en assemblée générale ont voté à nouveau le blocage hier. Le but étant, comme ailleurs, à Paris, Montpellier, Rennes ou Marseille, d'empêcher la tenue des partiels. Du coup, dans toutes ces villes universitaires, les responsables ont mis en place des examens dématérialisés, c'est-à-dire sur Internet. Mais comment éviter la fraude quand vous passez vos oraux chez vous, par Skype, ou pour les épreuves écrites, comment vérifier qu'elles sont bien rédigées dans le temps imparti? Jeanne Bergaoui. Chaque étudiant concerné par ces partiels en ligne va recevoir une convocation par épreuve avec un horaire précis. À l'heure de l'examen, il devra se connecter sur une plateforme pédagogique sécurisée, explique Gilles Roussel, le président de la conférence des universités. On va avoir question après question, il faut valider chaque question qu'on a traitée pour arriver à la fin à finir l'examen dans un temps imparti avec une session qui se coupe au bout d'un temps déterminé. Avec ces examens à la maison sans surveillance, certains s'inquiètent du risque de triche. Alors pour éviter la fraude, les sujets ont été repensés. Par exemple, moins de QCM, ces questionnaires à choix multiples, explique Patrick Gilly, président de l'université Paul Valéry à Montpellier. Cette faculté a déjà testé les partiels à distance pour le premier semestre. Certains collègues ont fait en sorte qu'on ne puisse pas tricher. Il a fallu donner des sujets qui étaient peut-être un peu plus réflexifs et qui ne permettaient pas de les alimenter simplement chez Wikipédia pour avoir les réponses, quoi. Et pour éviter le copier-coller venu d'Internet, les professeurs disposeront également d'un logiciel qui permet de détecter le plagiat. Jeanne Bergaoui. L'économie ce matin en un chiffre qui fait la une de votre journal Les Échos, Daniel Fortin. La France a créé 57 000 emplois dans le secteur privé en France. Enfin, évidemment, en France, oui, au premier trimestre. Estimation de l'INSEE. Et c'est une bonne surprise, Daniel, alors que la croissance, elle ralentit. Oui, la hausse est de 0,3% comparée au quatrième trimestre de l'an dernier. Et cela confirme la reprise du marché de l'emploi. Sur un an, notre économie a créé 270 000 postes nets. C'est un niveau élevé, d'autant plus remarquable que cette progression se déroule dans un contexte de baisse des emplois aidés. Et vous l'avez dit, d'un léger tassement de la croissance en ce début d'année. C'est une bonne nouvelle. Donc, même s'il faut rester prudent pour la suite, sachant que la conjoncture s'essouffle un peu partout dans la zone euro. Peut-on espérer néanmoins une baisse significative du chômage dans les mois qui viennent? Alors c'est toute la question. On est déjà passé sous la barre des 9% de la population active à la fin de l'an dernier. Et certains économistes pensent aujourd'hui que l'on peut descendre sous les 8%. Un seuil devenu mythique puisqu'on vit avec un taux de chômage moyen de 9,3% depuis 1996, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans. Alors, ce qui les rend optimistes, ces experts, ce sont les multiples
multiples réformes du marché du travail, comme la loi El Khomri et la loi Pénicaud, qui devraient produire leurs effets dans les prochains mois, à condition, bien sûr, et on y revient, que la reprise se maintienne en France et en Europe. Daniel Fortin, Les Échos, merci. Voilà pour la vision globale, la vision macroéconomique, qui ne dit rien de la détresse ou du sinistre de certains territoires, d'où le test lancé il y a un an dans une dizaine d'endroits, des territoires zéro chômeur, qui visent particulièrement les demandeurs d'emploi de longue durée. On en fait le bilan dans l'enquête du 8h. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Ça fait un an que ce dispositif qui est géré par une association est pleinement opérationnel. On a des chiffres. Oui, 500 personnes ont été embauchées dans ces 10 territoires, des postes en CDI payés au SMIC. Et partout, c'est une bouffée d'oxygène car en moyenne, ces personnes sont au chômage depuis 3 ans. J'ai rencontré Toufik, 60 ans. Il dirige l'atelier de menuiserie de l'entreprise 13 Avenir à Paris. Il n'avait pas travaillé depuis 8 ans. J'avais un âge où on ne trouvait pas de travail, j'étais trop vieux. Donc voilà, j'ai galère jusqu'au jour que j'ai entendu parler de ça. J'étais voir mon conseiller Pôle emploi, je me suis inscrit. Au travail, c'est vrai que pour moi, c'est la première fois de ma vie que je suis aussi heureux. C'est positif sur tout point de vue. Et en plus, ces salariés sont motivés car ils travaillent pour leur quartier. Ibrahim gère lui un jardin partagé au milieu des tours. Moi j'habite juste dans le bâtiment en face et j'en profite en même temps. Ce matin on a semé des piments, là on a des salades, on a des pommes de terre, on fait un peu de tout et on a même des bacs à compost. Franchement c'est vraiment quelque chose qui est vraiment utile pour le quartier. Alors, dans la plupart de ces territoires, il y a encore des chômeurs sur liste d'attente pour être recrutés par ces entreprises, mais dans 3 d'entre eux, quasiment tous les demandeurs d'emploi de longue durée identifiés ont été embauchés. C'est le cas à Jouques dans les Bouches-du-Rhône, Pipriac en Ille-et-Vilaine et Mauléon dans les Deux-Sèvres. Est-ce que ça relance véritablement la carrière des intéressés ? Et oui, ça peut donner des ailes pour postuler ailleurs. David, par exemple, a fait partie du projet pendant 1 an à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, et il commence la semaine prochaine un poste identique, paysagiste, mais cette fois dans une entreprise privée. C'est un tremplin justement pour pouvoir intégrer une entreprise classique. J'ai des projets et pouvoir justement évoluer dans une entreprise classique rémunérée par rapport à l'expérience que moi j'ai acquis. Donc pouvoir avoir justement un avenir meilleur et plus serein. Et on commence à avoir de plus en plus de recruteurs intéressés par ces profils. Bilan donc très positif, il n'y a pas d'ombre au tableau. Si, le modèle économique, parce que ces entreprises ont l'obligation de trouver des activités qui n'existent pas localement, pas toujours facile du coup d'être rentable. Or, même si l'État assure l'essentiel du financement, il faut payer une partie des salaires. Est-ce qu'il y a d'autres territoires tentés par l'expérience ? Ah oui, ils sont nombreux à frapper aux portes. Une 50aine des quartiers de Marseille, Bordeaux, Dunkerque, en passant par Saint-Denis de la Réunion. Alors, les promoteurs du projet demandent d'ailleurs au gouvernement d'étendre le dispositif l'an prochain, mais pour l'instant, on leur répond, évaluons d'abord avant d'aller plus loin. L'enquête du 8h d'Anne-Laure Jumet sur ces territoires zéro chômeur. On avait les blancs et bleus en début de journal, voici les blancs et rouges. C'est la couleur des fêtes de Bayonne qui rassemble chaque année près d'1 million de personnes, chaque été. Des personnes qui devront payer pour festoyer dorénavant. C'est le coût de la sécurité, le filtrage des entrées, la fouille des sacs. Décision de la municipalité, Benjamin Péter. Oui, il faudra compter 7 à 8 euros par personne. Le conseil municipal fixera le tarif début juin. C'est ce qui vous permettra d'obtenir un bracelet pour accéder à la ville. Pour Christian Millet-Barbet, l'adjoint à la sécurité, le surcoût des agents qui vont assurer les fouilles ne peut plus être assuré par les Bayonnais. Il est question de couvrir les dépenses de sécurité qui sont de plus en plus lourdes à supporter. Là, par exemple, cette année, on imagine à peu près pour le moment un surcoût de l'ordre de 550 000 euros. Si on ne le fait pas, les fêtes de Bayonne telles qu'on les connaît, elles n'existeront plus dans très peu de temps. L'entrée restera libre pour les habitants de Bayonne. Ce sont les festaïrs venus de partout ailleurs qui payeront. Owen Lagadec, qui représente les peñas bayonnaises, redoute que ça modifie l'esprit des fêtes. Les fêtes de Bayonne, c'est de la spontanéité. Si l'accessibilité est réduite, oui, on change un peu la donne. Espérons donc que ça ne changera pas les attentes de celui qui vient faire les fêtes. C'est pas parce qu'on paye qu'on a un droit. Il faut qu'on soit tous vigilants à ça. Je veux pas des gens qui viennent parce qu'ils ont payé, nous voir en spectateur, nous, les gens du Sud-Ouest, faire la fête et nous prendre en selfie pour dire tiens, j'ai payé pour aller voir un spectacle. Les fêtes de Bayonne ne sont pas un spectacle. Alors un appel d'offres a été lancé pour trouver une société de sécurité prête à fournir les 400 à 500 agents nécessaires et les festaïrs pourront acheter leur bracelet dès le début du mois de juillet. Benjamin Péter à Bayonne pour Europe 1. Il avait raconté New York comme personne dans un livre best-seller, livre fétiche pour des millions de lecteurs, y compris ici en France. Nicolas Caro, bonjour. Bonjour. Bûcher des vanités. Tom Wolfe est mort à New York à l'âge de 88 ans. Parlez-nous de Tom Wolfe. Il avait le sens du style, Tom Wolfe, d'abord, et pas seulement pour l'écriture. Il portait toujours un costume blanc et son gilet assorti, une cravate joliment nouée ou un nœud papillon, un chapeau, une canne. Tom Wolfe ne détestait pas qu'on le remarque. Il fait partie dans les années 60
60 des précurseurs du nouveau journalisme, une forme très particulière de reportage, l'art de raconter les faits, de rendre compte de la réalité, mais grâce aux techniques narratives du roman. Des récits vrais dans lesquels l'émotion et le ressenti du journaliste comptent autant, voire plus, que les faits eux-mêmes. En 68, par exemple, Tom Wolfe suit un groupe de musique pour un road trip psychédélique. Il raconte ce voyage halluciné dans Acid Test, mais son livre le plus célèbre reste effectivement Le bûcher des vanités, adapté au cinéma avec Tom Hanks, la chute d'un homme riche du Manhattan des années 80 qui se croit à l'abri de tout grâce au pouvoir de l'argent. Énorme succès, tout comme L'étoffe des héros en 79, où il raconte les exploits de 7 astronautes. En apprenant la mort de l'écrivain, l'astronaute Scott Kelly justement a déclaré que ce livre lui avait donné à 18 ans, je cite, ce rêve sauvagement irréaliste de voyager dans l'espace. Tom Wolfe fait encore effectivement partie de ces rares écrivains capables de changer des vies. Et ça n'est pas rien. Merci à vous, Nicolas Caro. Restez avec nous dans un court instant. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, sera notre invitée. Europe 1, 8h15.